Bienvenue dans la Voie des sommets. Avec Virginie et Suzanne, on part à la recherche de l'authentique, du vrai. Des histoires de vie, des déclics, des transformations profondes. Parce que changer, ça commence toujours par une rencontre, une parole, une prise de conscience. Ici, on écoute avec le cœur, on parle sans masque et on avance ensemble. La Voie des sommets, l'écho de ceux qui osent. Donc aujourd'hui, on reçoit Sarah Ginet. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Donc, je suis Sarah Ginet. Je suis habitante de Montvenis, donc c'est à Bourg-Saint-Maurice. C'est un petit village à Bourg-Saint-Maurice. Et je suis formée en naturopathie. Donc, je propose des entretiens naturaux qui permettent de prendre soin de soi de manière globale. Et je fais de la réflexologie plantaire aussi et des ateliers liés à la santé, la santé en général. Et j'ai une formation de designer produit, donc j'ai aussi ce petit côté créatif qui me permet de travailler soit sur du design graphique, soit plus créatif. Voilà. D'accord. Et donc, si on demandait à tes amis, à ton conjoint, ton fils, de parler de toi, de te présenter, qu'est-ce qu'ils pourraient dire de toi ? Vaste sujet. Alors, j'ai fait l'expérience avec des amis, parce que c'était dans le cadre d'une formation. Je devais demander l'avis de mes copines. 3 points positifs, 3 points négatifs. Donc, les positifs, ce serait peut-être une personne généreuse, qui prend soin des autres, qui donne beaucoup. Et les petits points négatifs seraient peut-être dans justement l'autre côté, d'être un peu me disperser, donner beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Peut-être pas très cadré. Voilà. Un peu le côté créatif. Voilà, le côté créatif. Qui fait que c'est difficile d'être cadré quand tu es artiste. Exactement. Et de pousser les limites pour aller voir ce qu'il y a derrière, plus loin. Quitte à se planter, quitte à ajuster. Et c'était comment pour la formation? Tu as donné les questions à des amis. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'idée, ok, c'est ça le réponse, tu étais juste ou c'était quelque chose d'autre? J'ai trouvé, dans les positifs, c'était assez, je m'y attendais assez. Ouais. Et dans les négatifs, en fait, il y en a beaucoup qui disaient, je vois pas, ou alors si peut-être, faut vraiment chercher. Ouais. Et ils ont trouvé ce côté où il y avait cette dispersion, mais par exemple, des fois, parce que je pars loin, dans les conseils, dans les idées, dans les projets. Et ça, ça m'a aidée j'étais un peu surprise, mais j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est une force en moi. Et même eux le disaient parfois, c'est pas forcément négatif, mais voilà, ça peut... Oui, c'est ce qui peut permettre des fois même de te perdre, toi, sur l'objectif de départ, en tous les cas. Mais ce qui peut te permettre de trouver autre chose, en fait, que tu n'avais pas cherché, quoi. Donc, puis surtout, c'est là, en fait. Exactement. Non, mais même après, voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Et plus on se connaît, finalement, plus on est sur son chemin, sur des choses justes pour nous. Complètement. La sérendipité, tu vois, tu connais pas tu vois le terme? Non. C'est justement, c'est quand tu pars chercher quelque chose, et qu'au final, tu trouves quelque chose d'autre, en fait. C'était vraiment... en fait, c'est ça. Et ça s'appelle la sérendipité. Est-ce qu'il y a un film américain, Serendipity? Si, c'est ça. C'est un vieil film romantique avec... Voilà, tu cherches l'amour et au final, tu te rends compte que tu trouves autre chose. Et c'est vraiment... C'est ça, le principe, en tout cas. Voilà. Ça me parle beaucoup. Serendipity. Je suis sérendip. Voilà. C'est plutôt un processus, la sérendipité. C'est un processus. Voilà. Et aussi avoir de patience et d'accepter, ok, ça c'est pas mon chemin, il y a un autre. Quelquefois aussi frustrant, je pense. Et plus intimement, à la maison, on me trouve parfois un peu bordélique, mais ce que je ne suis pas du tout. C'est juste, je vais pas... Il y a des choses plus importantes que tout soit rangé, rigoureux, voilà. Oui, à sa place. À sa place. Et
le sujet de podcast, c'est toujours quel déclic tu as eu dans ta vie qui a changé quelque chose et surtout après. Et avant, on va parler, c'était quoi ton déclic? Est-ce que tu peux nous amener dans les situations où tu étais? Comme on est sur une télévision et on peut voir tu étais où, c'était à quel âge, tu étais où dans ta vie pour avoir une image. Ok. Alors, quand tu me dis déclic, je pense tout de suite déclic et des claques. Okay. C'est vraiment après mes claques, enfin les événements de la vie, il y a eu les déclics, mais parfois ça peut mettre 10 ans. Enfin, voilà, c'est des maturations. Et donc, le premier, je peux faire ça. Le premier déclic, c'était, j'ai 24 ans. Je suis j'ai mon premier travail et ma maman est en voyage au Népal à 5400 mètres d'altitude et elle a un AVC. Et là, c'est mon premier effondrement parce qu'elle doit être gérée là-bas, rapatriée. Et là, je m'adresse à quelque chose de plus grand que moi pour qu'elle soit sauvée. Et donc là, c'est la première grosse claque de ma vie. Et je dirais qu'après, le déclic, il a mis peut-être 15 ans à se faire c'était un cheminement, en fait, vers, finalement, je veux aller vers quoi dans ma vie? Parce que la vie peut basculer d'un moment à l'autre. Bon, c'était un drame à l'époque pour moi. Il y en a qui ont vécu des choses bien plus dramatiques. Mais c'était tout ce cheminement derrière pour accéder au bonheur. Parce que c'était un peu ma quête après. Me dire, finalement, dans ce malheur, faut continuer à avoir du bonheur. Enfin, c'était... Et en tout cas, c'était dans le côté où, justement, tout est fugace dans notre vie. Et il faut vraiment profiter. Où il y avait aussi cette dimension, j'ai le sentiment je m'adresse à quelque chose de plus grand que moi et je me mets à croire en quelque chose de plus spirituel, je dirais. Est-ce que c'est sur quel pan, justement, qui a été le plus... à l'époque, c'était un peu vague, c'était juste, je m'accroche à quelque chose et il me restait que l'espoir, la foi en cette possibilité d'aller mieux, parce qu'on était effondrés. Donc, elle a eu quand même 3 mois de coma, puis des séquelles. Bon, elle est encore en vie. Donc ça a été quelque chose de très dur au quotidien, où il fallait, dans ma journée, dans chaque seconde, trouver une petite étincelle pour continuer à aller travailler, à vouloir vivre. Voilà. Je comprends. Donc oui, c'est spirituel, je pense. Qu'est-ce que tu as fait après tu as eu l'appel et quand tu as dit d'aller travailler, de y être? Comment tu as arrivé? Parce que ça, c'est dur. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, je pense que c'était connecté finalement au présent, à ici, maintenant. Et je travaillais à l'époque chez La Fuma, on était une petite équipe et en fait tout le monde m'a accueilli avec moi, mon chagrin, ma tristesse. Tout le monde a été à l'écoute, enfin même à l'époque le directeur de La Fuma, ou le PDG de La Fuma est venu me voir. J'étais effondrée sur le parking, je venais d'apprendre la nouvelle et m'a dit, t'inquiète pas, on te paye un billet, tu vas aller la rejoindre. Enfin voilà, et il y avait finalement toute cette ouverture des gens qui étaient là, comme si ma demande d'aide, entre guillemets, a été vraiment exaucée. Et et la solidarité des gens après qui s'est mis en place. Donc oui, c'était dur chaque jour, il y avait un effondrement, mais la petite force au fond de moi, elle était là. Donc c'était la petite force, le collègue qui t'amène, on va t'aider, l'écoute. Un peu ce que tu étais déjà par rapport à ce que tu nous disais dans le côté don et générosité. Et quelque part, à ce moment-là, tu as reçu quelque chose
dans le donner-recevoir, c'est souvent les gens qui donnent et qui donnent beaucoup, ont des difficultés, pour certains, hein, je ne généralise pas, mais à recevoir. Et est-ce que là, en fait, quelque part, c'était aussi un déclencheur de dire « Ah ouais, je reçois et vu que je suis dans ma vulnérabilité, je me laisse un peu plus recevoir d'aide ou pas ?» C'est difficile, de dire... Comment tu étais il y a 25 ans, il y a 25 ans, je comprends. Oui, en tout cas, parce que j'ai tellement appris depuis, et j'en apprends encore, mais à l'époque, j'étais quand même jeune et plutôt en colère, plutôt dans l'action. Voilà, c'était là, j'ai été surprise de cette attitude d'un PDG qui a des milliers d'employés, d'avoir cette attention-là. Je l'ai mesurée. Voilà, mais après voilà, après du temps quoi. Je comprends. T'étais plus dans ton masculin et quelque part là, le fait d'avoir ça fait que tu étais plus dans ton intériorité, donc dans ton féminin, et ça t'a permis peut-être de commencer à aller explorer ça. Cette part de toi en tous les cas. Ok. Et après, tu as dit aussi, c'est un déclic et aussi des claques. Oui. Après, tu as dit aussi, ça c'était à la fin un chemin de 15 ans, si j'ai bien me souvenir. C'était quoi dans les 15 ans, peut-être le petit déclic ou le petit changement entre toi... Toi de 25 ans, de 25 ans jusqu'à après, pour voir là il y a changé quelque chose, le colère d'être jeune, d'être 30 ans, plus responsable, mais aussi notre bande avec la famille. Qu'est-ce que c'était l'autre déclic après, et qu'est-ce que tu as fait pour grandir? Alors ça a été très très, tu vois, en 15 ans, j'ai le souvenir de 15 ans, parce qu'à 15 ans, le gros déclic, c'était en fait, je vais pas sauver ma mère, qui était encore dans sa problématique de fatigue, de post-coma, tout ça, et puis un peu la misère pour moi de la voir souffrir, de voir quelqu'un souffrir. Et au bout de 15 ans, mais en ayant cheminé, je me suis dit, en fait, je vais pas la sauver. Et je vais me sauver moi plutôt. Donc ça a été un gros déclic, de dire, là, je vais tourner une page et puis je vais m'ouvrir vers autre chose. Voilà, donc ça a été... Vers moi? Vers toi? Oui, vers moi, vers moi, vers quelque chose qui est... j'avais déjà commencé, c'est quoi le sens de la vie si c'est pour souffrir comme ça, ça sert à rien de mourir, de vivre. Voilà. Et donc après 15 ans, je me dis, j'ai compris qu'il y avait des valeurs et que ça servait à quelque chose de vivre, parce qu'il y a de la beauté même dans la souffrance, dans la misère, tout ça. Et là, j'ai vraiment lâché ma mère, en fait. C'était après, concrètement, il y a eu j'ai fait un jeûne qui m'a permis de faire une semaine de retour à moi-même. Donc, tous ces cheminements, ils se sont faits avec des aides, avec des thérapeutes, avec des expériences, même de voyager toute seule, d'aller en quête. C'est des quêtes, en fait. T'as quitté ton travail donc dans le design produit. À partir de quel âge c'était ? C'était... à 30 ans, je suis partie 1 an en Chine, donc j'ai déjà fait un petit deuil de ma mère en la quittant géographiquement. Et après, quand je suis revenue, je continue à faire du design à mon compte, mais je me suis lancée dans l'événementiel. Et quelques années après, j'ai choisi de faire une formation de naturopathie. D'accord. Donc là, ça a été... cette formation, on peut dire, ça a eu un deuxième déclic sur cette quête de la beauté de la vie, quoi. Quelque chose qui est... Et puis d'accompagner des gens dans peut-être le processus que toi, tu avais vécu ces dernières années. Oui. Il y a un peu de ça. Ouais. En fait, la formation naturopathie, je l'ai choisie pour moi, pour mieux connaître ce qui était important de manger, l'alimentation, dans tout ce qui était santé mentale aussi. Et quand j'ai fini la formation, ça m'a semblé évident de m'installer et
de recevoir des gens pour les aider à faire des pas un petit peu plus vers la santé mentale et physique. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me semble juste. Ouais. Ouais. Et donc, tu as fait un voyage à Chine. Oui. Et donc, il y a eu une distance. Oui. Et c'était comment pendant le voyage? Parce qu'il y a eu la distance à l'autre côté, et ça donne de l'air. C'était comment pour toi pour trouver toi et aussi de prendre soin à toi? Et c'était terrible en fait de partir, de la culpabilité. J'ai été déchirée, mais j'ai beaucoup écrit en fait. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré, beaucoup. De mes 24 ans à mes peut-être 35, 35, 40 peut-être même. Non, 35. Et oui, beaucoup de culpabilité, mais c'est toujours ça, se raccrocher à la vie qui est là, à ce présent. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que je ressens, c'est d'être dans le présent. C'est ça, cette force. C'est que là, à cette seconde-là, ici, là, tout va bien en fait. Enfin, on est là, on parle, peu importe derrière ou devant, ici, là, tout va bien. Et c'était un peu ça que je vivais, c'est que j'avais la chance de vivre en Chine, j'avais toujours rêvé de vivre à l'étranger. Mais j'étais déchirée en deux, hein, bien sûr. Mais il y avait cette force de cette soif aussi d'apprendre. J'ai rencontré des gens en Chine, des belles personnes. Je me suis ouvert à une culture. J'ai vu qu'ils vivaient dans des misères pas possibles, dans des usines où ils n'avaient pas de masque pour se protéger de la pollution. Des fois, ils ne voyaient pas leur famille pendant 1 an, même des bébés, on les confiait aux grands-mères. Je me suis dit, mais ça, c'est pire que tout ce que moi, je vis aujourd'hui. Voilà, donc de relativiser. Oui, la perspective. Bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, la force en toi de dire, ok, parce que là, il y a cette flamme qui fait que ça te met dans l'action, tu vois. Parce que des fois, effectivement, tu peux très bien, tu vois, c'est ce qui fait la différence, en fait, entre plusieurs personnes, ou alors c'est ce qui fait que tu l'écoutes ou pas, parce que je pense du principe qu'on a tous quand même une force en nous qui nous permet d'avancer, et des fois, on a plus de difficultés à l'écouter. Et donc là, je trouve que c'est courageux d'écouter cette petite voix qui te dit allez, ok, là, pour passer on parlait tout à l'heure de step et de différents niveaux de jeu, comme dans un jeu de société. Pour passer ce niveau-là, pour pouvoir plus me recentrer, il faut que je m'éloigne physiquement de ma maman, même si je sais que ça va être difficile pour moi, difficile pour elle, mais que je sais que j'ai besoin de passer par là, et à l'intérieur, tu t'écoutes et tu agis. Et ça, c'est courageux, en fait. Et c'était comment? Parce que tu as vécu dans le chinois 1 an, tu as expérimenté beaucoup. C'était comment pour rentrer après en France, à la maison, pour revoir ta maman, tes amis? Ça, c'était plutôt facile, parce que l'année en Chine a été très dure, beaucoup de travail, peu de nature, donc l'inverse de ce dont j'avais besoin. Et donc, c'était plutôt facile. Et puis, je suis arrivée à Bourg-Saint-Maurice. Donc, voilà. Même si moi, je viens déjà d'un petit village similaire dans les montagnes et j'ai grandi avec le ski, ici, je retrouvais tout ce qui m'équilibre, en fait. Toute cette force de la nature, enfin, cet accès au sport d'hiver, au sport d'été. Donc, c'était pas... Et puis, le travail, c'était aussi assez facile. Il y avait mon compagnon qui m'a aussi beaucoup encouragée à être freelance. Et voilà, toute cette énergie, elle a été plutôt positive. D'accord. Ouais. Et puis, j'allais dire, en fait, on parlait tout à l'heure dans les jeux vidéo, on passe des niveaux, tout ça. En fait, l'important, c'était aussi que petit à petit, je commençais à voir vers quoi je voulais aller, qui je voulais être. D'accord. Et ça, c'était aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est que quand on sait où on veut aller, finalement, on y arrive toujours. Et ça s'est fait quand même petit à petit. Mais ça nécessite de te dissocier aussi de personnes ou d'environnement
qui des fois te colle tellement à toi que tu sais pas trop si c'est ce qui te convient à toi-même ou tu le fais pour les autres, parce que la pression qu'on peut se mettre en pensant que c'est pour soi qu'on le fait et finalement on le fait par rapport aux autres, par rapport à notre potentielle culpabilité, à notre devoir, etc. Donc c'est là où des fois c'est important de s'extirper en fait de l'environnement ou des personnes avec qui tu es. Ça me semble même et primordial de plus trouver d'excuses finalement pour aller mal. Je peux pas partir parce que comment ma mère va faire ou mon enfant ou ceci, cela, même si des fois il y a des problématiques plus importantes parce qu'un enfant on est plus responsable de lui, mais des fois on se met des masques qui nous arrangent pour pas pas passer le pas voilà. Complètement. Et finalement qu'est-ce qu'on risque, c'est des fois ça qu'il faut aller voir. Tu risques de perdre quelque chose, mais toujours pour gagner quelque chose d'autre. Mais sauf que quand tu es dans une situation, tu regardes ce que tu vas perdre. Et c'est ça le problème, souvent. C'est tu perds quand tu as un super boulot où tu gagnes je sais pas combien par mois. Tu dis tiens, si je veux faire une formation de thérapie, je vais perdre de l'argent potentiellement. Ah oui, c'est certain. Par contre, qu'est-ce que tu vas gagner et c'est ça qu'il faut arriver à regarder. Et c'est ça dont on a des difficultés à faire souvent. Et le fait de parler avec quelqu'un, comme tu disais en thérapie, t'aide à quand même arriver à changer ta perspective et sortir un peu de tes œillères qu'on a tous, parce que c'est ce qui nous protège en fait de l'angoisse, de plein de choses, mais c'est ce qui nous enferme aussi beaucoup. Donc c'est là toute la subtilité. L'équilibre. C'est là toute la subtilité. Ok, donc déclic, naturopathe, tu rentres, ok, tu fais ta formation. Là, la formation, est-ce que tu veux nous parler d'un autre déclic que tu as eu ou alors on continue à avancer dans le temps par rapport à cette formation? On peut continuer. Voilà. Il n'y a pas de déclic, des déclics, il n'y en a pas. Après, tu as été maman? Après, il y a peut-être un petit déclic avant. C'est quand j'ai commencé à faire de l'événementiel où on était avec des grosses boîtes avec des gros moyens, de l'exigence. Et là, je me suis rendu compte j'ai eu un déclic encore plus fort entre la Chine où les gens, ils acceptaient ce qui était, comme c'était, le rose, qu'il soit rose fuchsia ou c'est du rose. Alors que là, dans l'exigence, le rouge, il n'est pas conforme, il faut qu'il soit un peu plus rouge, où on venait titiller sur des détails. Là, j'ai eu un déclic de me dire, parfois l'humain est dans des contraintes et des crispations. Et quand on prend un peu de recul, on trouve ça... j'ai trouvé ça vraiment dur. Un peu futile par rapport à la vie, quoi. Et comment tu pourrais prendre de recul? Parce que ça, c'est dur si tu es dedans. Comment tu as le fait? Parce que j'ai eu peut-être déjà à la base une éducation qui m'a ouvert les yeux, avec des parents très riches. Je sais pas, c'est spirituellement pas forcément de la religieux, mais c'est sur l'humain, la générosité. Donc il y a eu cette ouverture-là. Et puis après, de me dire, j'ai vécu des choses dures, mais j'avais envie de m'en détacher. Donc j'ai dû faire ce mouvement de recul pour dire, tiens, si là ça va pas, je suis mal, C'était pas un choix pour toi, pour faire le recul, quand tu as le dit? C'était pas Si, bien sûr, c'était un choix, mais c'était une volonté d'aller bien, en fait. C'était une volonté de pas rester dans quelque chose de négatif ou de pesant. Oui, un peu sclérosé, même. Donc, après, la frontière entre ce qui nous habite, cette petite flamme, parce qu'on voit dans les gens, il y a des tempéraments, ils sortent, ils foncent, ils ont l'énergie. Puis il y en a d'autres, ils s'engluent dans
ils ont du mal à avoir ce recul. Moi, peut-être que j'ai eu, par mon éducation, un peu plus de facilité à relativiser. Parce que mon père faisait que ça, relativiser. D'accord. Donc, peut-être que oui, j'ai eu quand même, on dit de 0 à 7 ans, le cerveau, c'est un disque dur vierge et on vient enregistrer des programmes. Donc, je pense que ce programme-là, il m'a aidé à avoir ce recul, en effet. Ouais, de dire, ok, là, ça va pas. Ouais. Là, ça me convient pas. Bon, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Et comment je reboot, quoi. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est un savoir-faire, quoi. De se dire, ok, je fais un pas de côté, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je change et par où je le prends? Et puis là, quand vous évoquez tout ça, ça me fait un peu penser au déclic. Moi, un des gros déclics que j'ai eu, c'est le mode victime. Et de me dire, mais en fait, oui, je peux rester dans ma tristesse et tout, mais en fait, ça n'appartient qu'à moi. Et si je veux rester victime, je peux, mais je dois aussi prendre mes responsabilités. Et je peux en sortir. Voilà. On en parlait ce matin pour nos enfants. Ouais. On était là à dire ce matin, on disait justement ça. Et mais c'est pour sortir de ce mode victime, soit l'extérieur te fait prendre conscience avec des gens qui te veulent du bien, que justement tu es dans cette posture-là, soit justement la capacité à faire un pas de côté pour te rendre compte que tu es dans ton rôle victime et déjà de le voir. En fait, tout à l'heure je disais qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais. Là je suis dans l'action en plus, je suis dans l'action, c'est un peu nul de me dire ça parce que juste le fait de le voir en fait te permet, ok, je le regarde, qu'est-ce que ça fait, et simplement de le voir, de te laisser traverser parce que tu ressens déjà fait que tu vas avancer vers quelque chose de nouveau en fait, et t'as pas forcément besoin d'agir. En plus je disais ça parce que c'est ma nature de penser ça. C'est mon éducation que j'essaye aussi d'aller contre, mais on n'a pas besoin d'agir en tous les cas forcément pour que les choses changent. Des fois, juste rester là, observer. Et le côté, les claques, quoi. Enfin, toutes les claques qu'on se prend dans la vie, même si l'intention de l'autre, elle n'est pas négative, hein, mais des fois, on se sent agressé ou vexé. Là, c'est soit on dit ah c'est l'autre, ou soit on se dit attends pourquoi je ressens ça et comment je le transforme. Merci. Je me rappelle des cours de catéchisme en mode tendez l'autre joue, mais finalement c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ok, remets-moi 2 claques pour que j'ai bien compris qu'il faut que je décale ma pensée. Et aussi, ça, c'est le plus dur pour, en tant que d'être humain, pour vraiment regarder qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette situation. Et je pense qu'aussi, maintenant, la vie va vite. Pour moi, c'est d'autres choses ici à Bourg. Mais si on ne prend pas le frein, quelquefois, on est toujours non, mais c'était l'autre, un peu ça. Donc ça, c'est vraiment une richesse de dire non, mais c'est quoi ce que j'ai fait. Et puis revenir à soi, revenir à soi en faisant justement, en disant ok, qu'est-ce que je ressens et pas qu'est-ce que je fais tout de suite. Et tout à fait. C'est parce que souvent on dit qu'est-ce que je dois faire. Moi, c'était un peu mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas par où prendre le truc. Et en fait, c'est déjà, ok, qu'est-ce que je ressens? Et je regarde ce qui se passe en moi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure dans le côté, je reviens au présent, en fait. Complètement. Ok. Et aussi, c'est quand tu as commencé avec ta mère pendant un voyage. Après, je pense que aussi dans l'ADN de toi, c'est aussi le voyage, d'y aller à Chine et de chercher le monde, comment il est. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose de ta famille à la maison. Oui, je pense. La quête qui est autant géographique, où
on va vivre des choses, mais voilà, elle est aussi intérieure. Ouais. Et après, dans les derniers déclics récents, il y a 3 ans, on est parti quand même un peu sur un coup de tête, 2 ans en bateau en famille, donc avec mon mari et mon fils. Et là aussi, il y a eu... alors le déclic, il ne s'est pas fait pour le voyage, mais pendant le voyage, d'être à huis clos pendant 2 ans, sans expérience de la voile. Donc, sans peur à la base pour partir, mais juste à gérer ce qui devait être géré. Mais toute cette introspection, là, ça a été quand même un gros déclic dans ma vie, dans ma quête, par exemple, de cet équilibre de vie, de chercher le bonheur chaque jour, chaque instant. Parce que c'était pas le bonheur pendant 2 ans, c'était plutôt parfois difficile, la navigation. Moi, j'étais malade, donc d'être physiquement vomir, ne pas pouvoir parler, manger, être sympa, tout ça. Et puis aussi ce huis clos où il était important moi, c'est ce que j'ai compris, d'être tolérante envers les autres. Parce que de toute façon, on était dans le même bateau. C'est le cas de le dire. On ne pouvait pas tellement fuir. Après, on aurait pu arrêter l'aventure. Ça, c'était possible. Ouais. Il y a toujours des solutions. Et quand débute le voyage, vous avez parlé, vous n'avez pas d'expérience de voile, mais je pense que vous avez eu une idée comment ça se passe. Est-ce que l'idée, c'était à la fin, comme tu as pensé, le vrai ou pas? Absolument pas, parce que c'était un monde inconnu, le bateau. Donc même des fois, mon mari me disait, bon, c'est bon, tu veux y aller? Je dis, bah oui, je veux, mais je sais pas, je peux pas me projeter, j'ai jamais navigué, je peux pas dire si je vais y arriver ou pas y arriver. Voilà. Mais j'avais l'envie en tout cas. Oui, tu avais l'envie, voilà. C'est ce qui faisait que tes peurs, tu les laissais de côté, tes appréhensions, en me disant de toute manière, si ça se passe pas bien, on avisera différemment. Tout à fait. Et finalement, vous avez avisé... Oui. Bon, il y a eu des moments de grande solitude, avec des pannes moteurs en plein milieu de l'océan, des choses où c'est vrai que c'est pas confortable, voire même très anxiogène. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce moment-là? Parce que vous êtes là sur le grand océan, sans le moteur, dans le bateau, et chacun a son esprit. Comment vous avez travaillé ensemble ou pas travaillé? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça, c'est un peu comme une image dans un film pour moi. Oui. On avait la chance d'avoir une coéquipière qui était assez douée pour la mécanique et qui était calme et posée. Donc elle a pu faire binôme avec Dino, qui était le capitaine du bateau. Et ils ont pendant 10 heures réparé tenté de réparer le moteur. Il y avait aussi un téléphone satellite qu'on pouvait avoir de temps en temps avec un mécanicien qui les aiguillait pour réparer. Et moi, j'étais en position intention, juste ma pensée. Moi, voilà. Donc, on avait chacun un peu nos... Moi, j'avais l'impression de faire... Il y avait votre fils, donc tu gérais aussi. Oui, lui, dans ces moments-là, il regardait des films, voilà. On l'avait un peu préservé de la tension générale, parce que c'était quand même... il y avait des moments où Dino était en furie, parce que un coup ça marchait, puis après ça marchait plus, donc des sautes d'humeur un peu, d'humeur, par rapport à ce qui pouvait devenir quelque chose de merveilleux. On repart et puis c'est bon, tout s'est bien passé, et la grosse déception, le drame de qu'est-ce qu'on va faire. Puis on faisait des mayday aussi. Au bout de 8 heures, on a dit bon, on fait un mayday, essayer de savoir s'il y a quelqu'un pour nous aider, et personne. Voilà. Mais dans ces cas-là, en fait, finalement, moi je me disais allez, et si on répare pas le moteur? Et si il y a jamais personne qui vient nous chercher? Et on prendra le petit radeau de secours.
Et si, au bout d'un moment, il y a une tempête ou il n'y a plus à manger, voilà, et ça pourrait être peut-être la fin ou quelque chose de tragique, mais bon, pour l'instant, non, on est là, on a encore tout l'espoir. Donc, j'arrivais à me dire, en fait, j'ai pas peur, ça va pas aller, tout ça. J'allais au bout du scénario catastrophe, mais je me disais, non, ce sera pas ça. Voilà. Ouais, t'as assez confiance. Oui. Ouais. Finalement. Et si on parle, parce que ici, tout le monde a son routine. On se réveille, on fait le petit-déj pour les enfants, on va au travail. Dans un beau bateau, c'était comme une page blanche. Comment vous avez une nouvelle routine? Ouais. Parce que ça, c'est aussi une chose qui change. Oui, qui change. Ouais. Et oui, mais après, moi, je crois que le changement, c'est ça qui me fait vivre aussi d'aller vers du nouveau. Et en fait, il y avait énormément, finalement, de contraintes, ou en tout cas, fallait entretenir le bateau, fallait faire sa route. Il y avait toujours plein de choses à faire. Il y avait l'école aussi à faire sur le bateau, pour Achille qui avait 8 ans. Donc, finalement, il y a une routine, mais il y a un sentiment de liberté énorme. D'accord. Et quand tu es revenu ici, le sentiment de liberté, quand après chinois, tu étais un peu... je suis là. Et après le bateau, c'était la même? Oui, parce que c'était aussi super agréable de retrouver un lit, de retrouver même travailler, même si je travaillais un tout petit peu sur le bateau, puis je faisais l'école, donc je me sentais quand même être utile et partager des choses. Mais là, de pouvoir relancer mon activité, il y avait quelque chose de renaissant qui était et donc, porteur. Et pour finir, parce que ça a sonné, juste par rapport à ce que tu disais, là, ce que j'ai appris, finalement, ton déclic, ça a été plutôt pendant ce voyage de 2 ans. Et donc là, quand tu es rentrée dans le process de ce que ça a changé entre la Sarah avant de partir et la Sarah qui est rentrée après cette aventure de 2 ans, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ce serait d'être encore plus dans l'acceptation de ce qui est, encore plus tolérante envers les gens, envers mes proches, parce que les proches, c'est parfois envers eux que c'est le plus dur d'être tolérant. Et donc là, ça a été vraiment un déclic d'être tolérant envers eux. Et puis envers moi aussi. Et je pense que j'aurai encore d'autres déclics envers moi parce que j'ai encore du chemin à faire pour grandir et être encore plus en harmonie, m'accepter encore plus tel que je suis, parce que je pense que ça c'est un chemin qui est important. Vers la sagesse. Ouais. C'est ça, après on peut aller au temple et on est bien. Ouais. En haut de la montagne, au Tibet. Mais j'adore la phrase plus tolérant pour le proche, mais aussi pour soi. Ouais. Parce que c'est bien, c'est dur d'être tolérant et aussi de dire qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. Donc c'est bien. Ouais. Tout en étant dans ce rôle en plus de parent qui, je trouve, te rajoute une couche d'exigence. En tout cas, je parle pour moi, mais j'ai le sentiment qu'autour de moi, il y a beaucoup dans mes amis, femmes ou hommes d'ailleurs, il y a beaucoup cette exigence que d'être un super papa, d'être une super maman. Et quand tu te rajoutes une petite couche de faut que je sois parfait, faut que je sois parfaite, et de revenir à soi, c'est là où justement, comme tu dis, travailler sa tolérance, c'est quand même un petit défi, quoi. Oui. On attend les autres déclics, Voilà. Vite. Et la dernière question de moi, est-ce que tu as un rêve? Quel pays ou dans quel endroit de le monde tu as encore un rêve de visiter? De visiter? Pas vraiment, non. C'est plutôt peut-être un rêve d'aller explorer un peu comme l'expérience du bateau en itinérance, tout ça, mais j'ai plus tellement envie d'aller
voir des gens, un lieu, c'est plutôt aller vivre des choses. Donc pourquoi pas partir d'ici à vélo, comme tu as pu le faire. Voilà, ou aller se laisser porter. Voilà. Expérimenter. Et pas forcément loin, même si c'est vrai que c'est tentant d'aller voir des pays exotiques. Voilà. Mais c'est bien aussi de ne pas avoir ce rêve, mais plutôt de partir en toi, d'explorer. Ouais. Avec une méditation, par exemple. Oui, c'est moins cher. Ouais, ça aussi. Le voyage. Empreinte carbone 0. Il faut aller peut-être à Montvenis pour... bon, ça va, tu peux y aller à vélo. Ouais. Non, mais c'est bien. Et c'est bien aussi parce qu'il y a la phrase en néerlandais où on dit... je gaat overal heen je kan jezelf niet ontlopen. Je sais pas... Par exemple, je peux dire, je veux y aller à Australie, mais si je me s'entends pas bien, moi, je me s'entends pas bien là-bas. Ouais. Et c'est ça aussi. Il y a un peu une flight, on est bien ici. Il y a un peu, si tu as des valises qui sont très lourdes, tu auras beau partir de partout dans le monde, tu emmènes toujours tes valises. C'est ça. Et voilà. Ouais, tout à fait. C'est un peu l'image, quoi. Quand même. Belle conclusion. Donc, on va conclure justement avec des cartes, tu connais. L'idée, ce sont des cartes avec des émotions. Donc, si tu veux bien tirer une carte et nous dire ce que tu ressens. Ok. Merci. L'indécision. Après, l'image peut aussi parler d'autre chose. Ouais, parce que l'image, je vois une sorte de ville, donc c'est vrai, un monde qui brasse, qui grouille, et c'est pas vers ça que j'ai envie de me tourner, mais en même temps, il est là, il existe, parfois j'y suis confrontée. Donc c'est peut-être là où ça me parle, l'indécision, c'est des fois dans notre vie, j'ai ma destination qui est d'être plutôt en phase avec la nature, ne pas forcément polluer trop. Mais des fois, j'ai des décisions qui font que je vais à l'encontre, comme un voyage par exemple, si je décidais de partir. Donc ça pourrait être ça, ce côté indécision. Ouais. Ok, oui. Être dans cette dualité en fait, dans la spiritualité ou en tout cas le monde plus l'instant présent et à la fois le côté où le monde va vite. Le fait d'avoir un enfant scolarisé dans un système fait que t'as beau avoir des aspirations et des souhaits, t'es obligé des fois de te conformer à certaines réalités. Voilà. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup d'être là, c'était inspirant. Et je pense qu'après ce podcast, je vais aussi encore réfléchir parce que c'est bien, c'était intéressant. Merci de le partager et d'être ouvert. Trop bien. Merci beaucoup. À vous.